Bienvenue sur ce nouvel épisode au cœur du réseau, un podcast réalisé par Pur.lumi. Je suis Emma Carito, animatrice aujourd'hui et vous écoutez un épisode de la saison Un monde sans vaches. Le monde agricole traverse, et ce depuis un moment, une période de profonde mutation entre crise sanitaire dans les élevages, tensions économiques sur les filières, mobilisation des agriculteurs ces derniers mois, et ce de longue date, interrogations croissantes sur notre modèle alimentaire, les repères évoluent donc. À cela s'ajoutent les défis climatiques et un débat de plus en plus présent dans la société sur la place de l'élevage dans notre avenir. Alors une question se pose, à quoi ressemblerait un monde sans vaches ? J'ai pour répondre à cette thématique le plaisir d'accueillir Bernard Adair, agriculteur au grand cœur, éleveur bovin du Comminges, président du Conseil national de la résilience alimentaire et président du think tank Agriculture et Stratégie. Donc bonjour à toi Bernard. Bonjour Emma. Comme d'habitude, je vais te poser notre question d'introduction. Si tu devais décrire ton parcours avec 3 mots qui n'ont rien à voir avec ton métier, lesquels choisirais-tu ? Rencontre. Tout simplement, je pense que mon parcours est fait uniquement de rencontres et de belles rencontres. J'avais jamais prévu de faire ce que j'ai fait dans ma vie, absolument pas. Et c'est au fur et à mesure de rencontres que j'ai bifurqué, pris certaines voies et réalisé certaines actions de ma vie. Tu veux parler de certaines en particulier qui t'ont marqué ou pas forcément ? Ouais, il y en a tellement qui m'ont marqué, mais je me serais jamais retrouvé dans le monde de la coopération agricole sans un homme qui s'appelle Christian Pes. Je n'aurais jamais eu cette destinée européenne sans lui. Je sais pas, je peux probablement en citer d'autres, mais en tout cas, je pense à lui à ce moment précis. En particulier. On a parlé un petit peu des crises sanitaires. Une a particulièrement touché ces années 2025 et 2026, la dermatose nodulaire, qui a marqué les éditions des grands rendez-vous agricoles de cette année, donc le sommet de l'élevage, et a notamment privé les vaches du salon de l'agriculture également. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots qu'est-ce que c'est que la dermatose nodulaire, son origine, comment elle se traduit sur un troupeau de bovins et la réglementation qui en est faite aujourd'hui ? Waouh. Je vais vite taper en touche sur les effets, les symptômes et toute la partie clinique et vétérinaire de la dermatose. C'est juste une maladie qui est quand même pas tout à fait comme les autres. On a connu et on connaît régulièrement des maladies, que ce soit la langue bleue, que ce soit enfin plein de choses comme ça. La dermatose nodulaire, ça reste quand même une maladie qui a des symptômes très très embêtants pour les bêtes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une très forte dégradation dans les cas ultimes de toute la partie qui permet de manger, de régurgiter et autres, et qui va s'en suivre d'un amaigrissement et d'une mort lente. Donc on n'est pas sur une maladie très fun en fait, qui peuvent se soigner comme d'autres maladies. On a d'autres maladies où on va rencontrer des effets de fièvre, on va rencontrer des avortements, mais ça va effectivement induire une certaine problématique. Comme la MHE. Comme la MHE, mais en tout cas, on va pouvoir passer au-dessus. Et la croyance que nous avons avec la dermatose nodulaire, c'est qu'on va pouvoir le régler un petit peu comme une MHE en se disant tout le troupeau va s'adapter. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je ne suis pas certain que ça se passe comme ça. Parce que là, quand on a une vache qui est malade, déjà, on sait qu'elle va aller vers la mort et dans une mort lente et pas très agréable pour elle, parce qu'on ne peut pas la sauver de quoi que ce soit. Et ensuite, il va falloir qu'elle boive. Pendant qu'elle boit, elle va aller probablement envoyer d'autres microbes dans le réseau d'eau ou autre. Et ça reste quand même embêtant pour la contamination. C'est pour ça que les pouvoirs publics avaient pris cette décision au départ qui a été assez incomprise, qui était d'éradiquer toute bête malade, voire même tout le troupeau, parce que la contamination n'est pas visible à l'œil nu. Et en prenant ce protocole-là, en développant ce protocole-là qui était d'éradiquer tout un troupeau dans lequel on avait trouvé une vache, on était sûr qu'on éradiquait la maladie. C'est pas populaire, c'est sur un plan émotionnel très dur à vivre pour l'éleveur, et même pour moi si j'avais eu à subir ça, mais ça reste un moyen extrêmement efficace pour éradiquer une maladie. On est passé sous un autre protocole que je respecte, qui est celui de la vaccination, mais en fait avec la vaccination on fait que des réservoirs latents de maladies pour le futur. On n'éradique pas du tout la maladie. Et là maintenant on va voir au printemps comment va réagir la maladie chez tous ces animaux vaccinés, mais qui restent quand même porteurs quelque part de la maladie. Et toi, comment tu l'as vécu quand on a entendu pour les premières fois de la dermatose nodulaire ? Comment tu l'as vécu avec ton troupeau ? Disons que le coup est parti très près de chez moi, puisqu'on avait des cas à 4-5 km de chez moi. On était en plein hiver, on se disait il n'y a pas trop de moustiques qui peuvent amener la maladie, on va rester comme ça. Nous, on n'avait pas fait de mouvement d'animaux, ça reste quand même lié au mouvement d'animaux.
Donc on était à 0 mouvement d'animaux, y compris pas d'animaux qui pouvaient se toucher au travers de clôtures puisque c'était l'hiver et tout était un petit peu à l'intérieur. Donc on n'avait pas de crainte de découvrir un cas chez nous, ou alors il y aurait eu un nouveau vecteur qu'on aurait découvert en même temps. Donc ça, c'était pas le cas. Ensuite, si c'était arrivé, on a eu une grande discussion avec mon associé et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on respecte le protocole des pouvoirs publics ou est-ce qu'on s'inscrit un peu en étant contre ce protocole et en poussant vers la vaccination ? Je ne fais que traduire ce qu'il m'a dit et pour lequel j'étais d'accord, donc c'était facile. C'est-à-dire de respecter le protocole national qui était de dire tant pis, on fait partie du dépeuplement, mais on va demander comme garantie, pas forcément une grosse somme d'argent, on va demander comme garantie de pouvoir repeupler rapidement et en priorité derrière. C'est-à-dire d'avoir accès à des animaux pour pouvoir refaire un troupeau. Alors évidemment qu'il n'aurait pas été le troupeau de la vache qu'on avait, etc., et de l'existant, mais ça c'est sûr. Mais en tout cas, on aurait pu refaire un troupeau et repartir. Et ça c'était le plus important pour nous, beaucoup plus qu'une indemnité, une indemnisation ou autre. Et la crise de la dermato, c'est pas la première que tu vis, pas la dernière non plus. Comment tu vis avec ça au quotidien ? T'as mis des choses en place sur le troupeau ou non, pas tant Alors, pas tant, mais on reste quand même un troupeau très fermé. C'est-à-dire qu'on importe... nous, on n'achète jamais d'animaux. Donc ça limite quand même pas mal de choses. Donc quand tu es habitué à vivre avec ton troupeau, à pas acheter d'animaux et à ne faire qu'en vendre finalement, et les ventes sont assez simples puisque ça part ou à l'engraissement ou à l'abattoir. Les risques de propagation sont assez limités. Et de plus, les personnes qui viennent sur l'exploitation sont assez limitées. Ce n'est pas une exploitation comme... je sais pas moi, quelqu'un qui vendrait du fromage à la ferme et pour lequel il y a beaucoup de clients qui viennent régulièrement, ou le veto vient tous les jours ou autre, ça existe. Il y a des exploitations qui font beaucoup de commerce, le veto vient faire des prises de sang très régulièrement et ça peut faire une forme de risque de contamination, attention. Hein. Et je dis absolument pas que les vétos amènent la maladie, faites pas de dire ça, mais en tout cas, plus il y a du trafic, plus il peut y avoir une forme de contamination. Vous écoutez Au cœur du réseau, le podcast de Pur.Lumni. Mais Pur.Lumni, c'est quoi ? C'est un réseau dynamique et puissant de plus de 8000 membres portés par la force du collectif au service de chacun. Que vous soyez étudiant, en poste, en transition, en recherche d'opportunités ou simplement curieux, Pur.Lumni est un véritable levier pour avancer ensemble. Avec Pur.Lumni, les talents se connectent, les idées circulent et les ambitions prennent vie. Toutes ces épidémies-là qu'on a rencontrées, est-ce que pour toi, dans ta vision des choses, elles nous donnent un peu une perspective d'un monde sans vaches un jour ou non ? Non, absolument pas. Pas de crainte ? Non. Zéro crainte, pas de monde sans vache. Enfin, je crois que c'est un fantasme de l'être humain de vouloir toujours inventer un monde sans quelque chose. Le monde existe toujours avec quelque chose. Il y aura probablement moins de vaches que ce qu'on a connu, avec des élevages très denses en termes de vaches. On risque d'aller vers quelque chose d'autre. Mais en tout cas, il y aura toujours des vaches, comme il y aura toujours des moutons, comme il y aura toujours des chèvres, canards et des poules. Donc une disparition, non. Par contre, il y a un contexte qui pèse quand même, qui fait qu'il y a une diminution quand même des nombres d'élevages un petit peu partout. Et concrètement, pour toi et ton territoire du Comminges, qu'est-ce que ça représenterait la baisse des éleveurs pour la région ? Elle est tentante, la baisse des éleveurs. Alors non pas la baisse des éleveurs, mais que les éleveurs deviennent un peu des céréaliers, c'est-à-dire arrêtent l'élevage. C'est tentant, c'est quelque chose qui existe et qui explique aussi le dépeuplement que nous vivons, puisque c'est le terme qu'on emploie. La baisse du troupeau s'appelle le dépeuplement. Le problème, c'est que si en face, les éleveurs qui devenaient céréaliers s'enrichissaient, je dirais, mais voilà, ils avaient raison. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait ça. On a des éleveurs qui sont devenus céréaliers dans des zones à très faible potentiel de céréales, ce qui fait que l'enrichissement n'a pas forcément eu lieu. Et quand ils voient aujourd'hui le prix de la viande, qui en fait traduit la valeur qu'on est capable de créer sur un hectare de terre d'herbe, quelque part, là ils se disent, il est maigre mon maïs par rapport à la viande que je pourrais vendre aujourd'hui à 6,50 €, 7 € le kilo. Le territoire qui s'est historiquement un peu spécialisé, grande culture, aurait tendance plus à revenir, vu les tendances du marché, vers de l'élevage selon toi ? Oui, sauf que arrêter l'élevage et acheter un semoir et devenir céréalier, c'est une chose. Et c'est assez facile à faire. L'inverse, c'est moins facile à faire. Parce que alors, soit on achète des vaches en pleine production, mais c'est un gros capital à avancer, soit on achète des génisses et il faut attendre 3 ans qu'elles permettent d'enclencher un cycle qui nous permettra de vendre des veaux ou autres. Il faut le porter quand même pendant 3 ans tout ça.
Et si maintenant on se met dans le contexte où on imagine un monde sans vaches, en tant que président du Conseil national de la résilience alimentaire, quel risque pour toi ça ferait peser sur notre souveraineté alimentaire ? Un monde sans vache, les risques sont enfin, les risques sont en cascade surtout. On veut toujours un monde plus vertueux, mais la vertu, on la cantonne qu'à une seule chose. Non, la vertu, c'est une somme de choses. Je m'explique. Si on voulait manger, par exemple, bio, pour prendre le côté le plus extrême, pour manger bio, il faut pouvoir amender le sol. Pour amender le sol, il faut du fumier. Ou faut un amendement organique, il faut de la bouse de vache, il faut de la bouse de mouton, il faut des choses comme ça. Donc penser qu'on va faire du bio sans élevage, ça devient très compliqué. C'est pour ça que l'élevage est nécessaire au côté le plus vertueux de l'agriculture. Ensuite, ce que subit l'élevage, c'est probablement l'excès qu'a connu l'élevage dans les années 80-90, où on a fait des très grandes étables, des cochons sur 3 étages, des choses comme ça. Cette très grosse intensification de l'élevage. Probablement que là, on avait un curseur un peu mal réglé, qu'on a réglé sur une forme d'extensivité qui nous va un petit peu mieux et qui va mieux à la planète. Mais en tout cas, l'élevage est nécessaire pour une agriculture vertueuse, ne serait-ce que pour notre qualité de paysage. Imaginez tout simplement la montagne sans élevage. C'est-à-dire que l'hiver plutôt, vous allez aller skier au milieu de matasses de ronces et de choses comme ça. C'est parce que les montagnes sont pâturées l'été que vous pouvez skier l'hiver. Mais ce lien paysage et agriculture est très intéressant. Si on se projette maintenant de la partie consommateur, est-ce que toi, de ton point de vue, un consommateur lambda a réellement la vision de ce qu'il y a derrière un steak, une brique de lait et tout ça et tout le travail qu'il y a derrière en tant qu'éleveur ? Je ne sais pas, mais j'ai envie de répondre par une autre question. Faut-il se poser la question ? Imaginez Emma qui va au cinéma, qui va prendre des tenders de poulet, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, des tenders, n'importe quoi, et qui va consommer ça sans se... Enfin, est-ce que tu vas te poser la question d'où ça vient ? Probablement pas. Tu vas vivre un instant, et puis le poulet que tu vas avoir, en gros, sera bon par la sauce qui l'accompagne. Donc tu vas pas forcément te poser la question, est-ce qu'il vient d'Ukraine, est-ce qu'il vient d'ailleurs ? Tu vas vivre un moment. C'est à la société de garantir que ce moment est un moment vertueux. C'est-à-dire, c'est à la société, au pouvoir public, de garantir que ce poulet, il ne vient pas d'une forme d'esclavagisme moderne, d'une forme de personnes qui travailleraient là sans avoir soit les compétences pour assurer le côté sanitaire, soit seraient trop jeunes, etc. C'est au pouvoir public de garantir ça. Ensuite, est-ce que le consommateur à qui on oblige tout doit savoir que ce poulet, à ce moment-là, est venu d'un élevage des Landes où les poulets courent dans la pinède ? Bon, ça, pas à tous les instants de la vie. Que le poulet du dimanche, à la limite, tu te poses la question, je peux le comprendre, mais à tous les moments de la vie, là, ce soir, tu vas probablement prendre le train, un Toulouse-Paris, dedans, le petit sandwich triangulaire que tu vas prendre, que le poulet soit des Landes ou pas, ou fermier, je ne sais pas si tu vas te poser vraiment la question. Tu fais encore le clivage rural et citadin, ou non, même pas peu importe. Non, je crois. Le clivage que je fais, c'est celui des instants de vie que nous vivons dans une même semaine. Tu vas avoir des lundis midi un peu express où entre deux réunions, tu vas avaler quelque chose. Et dans ces cas-là, peut-être que c'est la dernière question que tu vas te poser. Et un dimanche midi où tu vas recevoir ta famille. Et là, tu vas vouloir faire l'offrande d'un poulet qui est bien élevé, qui va donner plein de garanties, voire même qui va pouvoir confirmer ton rôle social, enfin ta situation sociale. Voilà, j'ai acheté un poulet label rouge. Tout le monde ne peut pas le faire. Jusqu'à présent, et l'État le fait, enfin tout ce qui est régalien va nous amener à garantir l'état sanitaire de notre alimentation, et ça on l'oublie. En fait, on est persuadé en France qu'on mange à chaque fois du poison. Mais ce qui est voyageons dans le monde, c'est pas du tout le cas. En France, nous consommons des choses très sûres de façon sanitaire. Mais aujourd'hui, la société nous demande un petit peu plus. On ne peut pas se cantonner à ça. On ne peut pas juste dire, allez, c'est sain, donc ça suffit. Non, aujourd'hui, les gens, et c'est normal, veulent une forme de garantie, une garantie que cette agriculture respecte l'environnement, que les produits qui sont issus de cette agriculture vont respecter des engagements, que les transformateurs vont respecter des engagements, de mettre moins d'additifs, etc. Donc c'est juste un rôle, un contrat social qui est en train de s'établir entre les consommateurs, les producteurs et les industries agroalimentaires, mais qui n'est pas encore formalisé.
qui est en train de se chercher. On n'est pas passé encore dans la stabilité du nouveau monde. On est encore dans l'instabilité de l'ancien qui est en train de progresser. Tu nous parlais du coup tout à l'heure de l'interdépendance qu'il y avait entre le système d'élevage et le système grande culture. Si on en reparle un petit peu par rapport à ce rôle clé que peut justement jouer l'élevage dans cette transition agricole, quel rôle exactement il joue pour toi dans le grand système agricole et toi particulièrement dans ton exploitation, quel rôle il joue entre la partie grande culture que tu as et ton troupeau? Chez moi, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie grande culture en agriculture de régénération et semi-directe. Et il y a une autre partie qui est en bio avec l'élevage et pour lequel il y a des cultures pour alimenter l'élevage et engraisser les bêtes en élevage. Donc cette partie grande culture est menée en agriculture biologique de conservation, ABC. On ne pourrait pas faire d'ABC sans élevage. Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est parce que l'élevage nous permet de faire ces apports de matière organique par le fumier. Et le deuxième, c'est que c'est une agriculture qui est absolument pas garantie. Il y a énormément de déchets sur cette agriculture. Quelquefois, on va semer du blé et il y a plus d'herbe que de blé ou de maïs qui va pousser. Et dans ces cas-là, on est très content d'avoir de l'élevage parce qu'on fait passer les vaches dedans et ça ne devient pas une perte nette. On arrive à valoriser ces mauvaises herbes et ce maïs qui a poussé au travers des vaches, qui fait qu'on n'est pas sur une perte nette. Voilà, tout simplement. Donc l'élevage est super important dans ces systèmes un petit peu alternatifs, touchy. Ils sont juste parfaits quand on les écrit sur un papier, mais quand on cherche à les développer, il y a quand même beaucoup de déchets, entre guillemets, beaucoup d'échecs. Quand on est, pour vous donner une idée, nous on doit être allé à 60% de réussite sur ce type de conduite de culture, mais à 60, je pense qu'on est presque au maximum. Ça veut dire qu'il y a quand même 40% des surfaces ou autres qui finissent dans les vaches. On a parlé beaucoup du système bovin. Est-ce que tu pourrais le dépliquer sur d'autres types d'élevage, par exemple, ce côté vertueux? Ah oui, bien sûr. Parler des vaches, c'est peut-être un peu la façon simple de parler des animaux, ou celle qui prend le plus de place. Mais les moutons, évidemment. Les chèvres, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, pour la production de lait, il faut vraiment que ce soit contenu. Donc on part pas vraiment dans les grands espaces. Donc c'est un petit peu plus subtil à conduire, on va dire. Et donc là, on a parlé beaucoup de ne pas voir finalement que l'élevage comme un méfait, comme peuvent le voir certains, mais comme vraiment un levier clé pour optimiser les exploitations et le côté vertueux qu'il peut avoir, tant sur la partie paysage que sur la partie vertueuse des systèmes agricoles. Tu le vois également, et on en a parlé un petit peu au début, comme vraiment une source de résilience pour les exploitations face aux crises qu'on peut voir et qu'ont pu traverser les éleveurs ces dernières années. Totalement. Il y a une règle d'or quand même en agriculture, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et la polyculture élevage a au moins cette vertu-là, c'est de dire, si on reprend les milliers d'années, quand les vaches vont, ça ne va pas pour les grandes cultures et vice-versa. Donc quand tu as les deux, il y a un truc qui ne va pas, mais tu as toujours l'autre qui va avec. Et ça se comprend tout simplement. En gros, quand les grandes cultures ne vont pas, c'est-à-dire que les prix sont bas, ça veut dire que tu peux engraisser des vaches pour pas cher, à bas coût. Et vice-versa. Et puis les vaches, on parle des vaches, mais ça marche avec les moutons, ça marche avec le reste, bien évidemment. L'avantage des vaches, c'est que ça permet de capitaliser également. C'est-à-dire que quand tu as une bonne année en céréales, fiscalement, tu te la fais sabrée et sucrée sur l'année en cours, à 3 détails près de mesures fiscales. Quand tu as des vaches, les vaches elles peuvent stocker un petit peu de ce profit des céréales. Tu peux recapitaliser ton cheptel, tu peux acheter des vaches à la place. Je trouve que ça va bien l'un avec l'autre. On peut trouver beaucoup mieux probablement, mais en tout cas c'est assez efficace. Si on part du côté sociétal et les critiques que peut faire la société sur ce milieu-là, quand t'entends toi, il faut absolument arrêter l'élevage parce qu'il faut sauver la planète, qu'est-ce que t'as envie de dire à ces personnes-là ? Alors moi, perso, j'entends pas il faut arrêter l'élevage. J'entends il faut diminuer l'élevage. Bien sûr, vous allez avoir quelques groupes extrêmes qui disent il faut arrêter l'élevage. Mais bon, c'est pas, c'est normal, ça existe. Il y a des personnes qui veulent pas qu'on tue les animaux et je les comprends. En soi, je les comprends. Ensuite, je n'entends pas vraiment faut arrêter l'élevage, hormis ces cas-là. On est plutôt vers refaisons un élevage beaucoup plus consciencieux. Un élevage qui aujourd'hui est pour un élevage où on va mettre
des cochons sur 3 étages. Bon, on reprend un peu raison, on regagne raison un petit peu par rapport à tout ça. Si on arrive à développer des élevages moins extrêmes, je crois qu'on va regagner la confiance de plein de personnes quant à l'élevage. Ensuite, chacun reste libre de consommer de la viande ou de ne pas consommer de la viande, et c'est tout à fait normal. C'est une histoire de curseur, je pense qu'on va remettre au bon endroit, et ça, je suis assez confiant sur les prochaines années, on va le faire. Sur toute la partie bien-être animal, élevage, vertu de l'élevage, je crois qu'on va gagner le combat, enfin, c'est même pas un combat, mais on va gagner la partie je suis assez confiant là-dessus, on va remettre ça comme il faut. Il y a un sujet autour de l'élevage qui n'est jamais évoqué et qui, je pense, est la cristallisation de tous les maux. C'est la mise à mort des animaux. La mise à mort des animaux, on n'en parle jamais. Et pourtant, je crois que c'est émotionnellement le choc qui fait que... la rupture se crée. C'est là que la rupture se crée. C'est-à-dire, pourquoi doit-on tuer un poulet pour le consommer? Le pauvre petit poulet, il n'a rien demandé. Effectivement, ça se comprend. Et autour de cette mise à mort, on a, je crois, à travailler énormément. Et on pourrait le faire par quel biais, d'après toi? Sincèrement, je crois que c'est... mais c'est un gros sujet. Je n'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, j'ai envie d'amener une image. Il y a... vous n'avez peut-être pas connu cette époque-là, mais il y a jusqu'à 50 ans, être un homme, c'était arriver à tuer un animal à main nue. Bref, c'était des épreuves de force comme ça, qui dressaient un petit peu la force de l'homme. Aujourd'hui, en 2026, être un homme, c'est plutôt protéger le vivant que forcément donner la mort au vivant. Donc je crois que toutes les personnes qui travaillent dans des abattoirs, toutes ces personnes qui sont amenées à faire ce travail qu'on délègue. Voilà. Aujourd'hui, plus personne tue un poulet. On se débrouille pour l'avoir mort et puis il est passé dans un autre état et c'est acceptable pour tout le monde. Mais il y a quand même des personnes qui font ça. Et je crois qu'il y a un travail autour de tout ce travail-là, justement, de réhabilitation. Je sais pas, tu vas avoir des enfants et un jour, je ne pense pas que tu leur souhaites de travailler dans un abattoir. Mais pour autant, il faut qu'ils sachent que ça existe. Mais pour autant, il faut que ça existe. Et pour autant, je pense que la technologie est à même de nous amener... il y aura toujours l'acte fatidique, ça c'est clair, mais peut-être le rendre plus humainement supportable. Je prends juste un exemple. Quel homme de 30, 40 ou 50 ans aime égorger un bœuf avec, à mon sens, pas grand monde. Ceci étant, il rentrerait dans une boîte, dans cette boîte un peu opaque, il y aurait une opération qui se passerait et qui fait que l'homme n'est pas en direct sur cet acte de mort. Je pense qu'on gagnerait à réhabiliter cette partie sombre que personne ne veut voir, mais pourtant qui existe et qui inconsciemment vient biaiser le débat. Et pour toi, tu as parlé un petit peu de rupture de confiance. Cette rupture, elle est vraiment foncièrement basée là-dessus, ou il y a peut-être d'autres raisons qui ont fait qu'il y a eu cette rupture entre la société et un agri ou autre? Oui. Là, ça, c'est ma théorie que je développe. Mais évidemment que ça a pris naissance sur autre chose avant. C'est-à-dire sur ces images qu'on a d'élevage brésilien ou en Amérique, enfin aux États-Unis, de feedlots, etc. Surdimensionnées, de bêtes qui ne semblent pas très heureuses dans cet univers sans herbe. Ça va être ces images de poulets qui sont agglomérés et qui ne voient pas forcément le jour. Ces images de canards qui se marchent un peu les uns sur les autres, là, et puis qui marchent sur des cadavres de canards. En fait, probablement qu'on est allé vers une intensification du modèle, drivé par la seule rentabilité qu'il faut revoir en gardant une rentabilité acceptable, mais également une vue sur le bien-être animal que la réglementation nous impose aujourd'hui. Un bien-être animal acceptable et convenu de tous. Et ça passerait peut-être par un petit peu plus de pédagogie ou même pas tant? Oui, ça passe toujours par la démonstration. Les gens, vous pouvez leur raconter tout ce qu'on veut, tant qu'ils ne le voient pas, ils ne le croient pas. Et d'ailleurs, quand on quand on s'offusque de ces images, ou en tout cas de certaines positions, c'est parce qu'on a vu des images. Donc il faut aussi faire voir des images d'élevage qui vont bien. Et il y en a plein. Et pas aussi intensif que ce qu'ils avaient peut-être l'habitude de voir. Et oui, mais c'est exactement comme une maison. Vous faites voir une maison un peu rangée et jolie, vous avez envie d'y habiter, et vous allez faire voir une maison tout en bazar, et bon, vous allez vous dire, c'est pas vivable. C'est un peu pareil. Et on a besoin de faire voir tous ces élevages qui fonctionnent, qui sont, j'ose le mot, un peu professionnels.
c'est-à-dire qu'ils vont ranger les choses, qu'ils vont respecter un petit peu certaines règles, hein, enfin les règles, hein, c'est pas certaines qu'il faut respecter, mais c'est toutes les règles, et voire même qui vont faire voir qu'on peut vivre très bien avec ça aussi. Et maintenant, si on va de l'avant et qu'on se projette dans 20-30 ans, on se dit que l'élevage bovin, il ressemblerait à quoi dans cette nouvelle société ? Tu as répondu un petit peu tout à l'heure avec l'aspect technologie, mais sur un élevage bovin durable dans les 30 années à venir. Ça sera un élevage qui sera aux mains de personnes qui veulent vraiment faire de l'élevage. Ne pas oublier que sur les années 80-90, on a pas mal d'agriculteurs qui sont devenus agriculteurs parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Donc ils ont récupéré des vaches, ils ont récupéré un thème d'exploitation ou autre qu'ils subissent plutôt, qui leur donne du plaisir à vivre. Pour continuer un patrimoine familial. Voilà, un patrimoine, des fois un engagement familial. Hein. Quelquefois, il y a encore le papy qui est là et ils n'ont pas le choix de faire ce que le papy dit. Ça existe aussi. Je pense que là, on va s'orienter vers des élevages beaucoup moins restrictifs, enfin en tout cas moins restreints par ce dogme-là, par cet atavisme familial-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ont envie d'élevage. À partir du moment où on a envie d'élevage, on est plutôt un bon éleveur. Ça ne résout pas tout. Il faut ensuite se professionnaliser. Il y a plein de gestes à apprendre. Mais en tout cas, on est plutôt un bon éleveur. Le pire pour l'élevage, c'est de le subir. Et pour répondre peut-être à ta question, parce que j'ai un peu esquivé, donc ça sera des éleveurs qui ont envie d'élevage. Et ça ne sera pas forcément des élevages ultra denses. Je parle de densité. Réextensifier peut-être un peu les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va le naturaliser au maximum. Il va y avoir des élevages ultra technologiques aussi. Les élevages laitiers, je pense, vont continuer à être dans l'ultra-tech. Mais cette ultra-tech ne va pas forcément être associée à de l'ultra-densité ou autre. On va y associer une forme de bien-être qui est déjà bien intégrée dans les élevages laitiers. Il y a les brosses, ça fait 30 ans qu'il y a des brosses dans les élevages laitiers, qu'il y a du roulement, qu'il y a des choses comme ça. Ensuite, on a toujours envie de penser qu'une vache, c'est comme une personne, qu'elle a besoin de musique, de machin, de trucs. Mais bon, je ne sais pas si une vache, ça résonne comme une personne. Dubitatif dessus. Je sais pas, en tout cas. Il n'y a pas de la musique à la stabu ? Non, mais il y a le bruit des oiseaux, il y a les tourterelles, il y a tout ça. Je crois qu'elles sont plutôt à l'aise avec ça. Bon, ce sera la dernière question. Un monde avec des vaches, est-ce que d'après toi, ça peut être un monde plus écologique qu'un monde sans vaches ? Mais je pense qu'au vu de l'ensemble des réponses, tu as donné déjà pas mal d'éléments. Oui, clairement. Mais clairement, oui. Et là, je vais faire un petit peu d'agro. Automatiquement, si on veut faire une agriculture vertueuse, c'est une agriculture qui doit prendre ses racines sur l'agronomie et la vraie agronomie. Et l'agronomie, elle a un mantra qui est celui de régénérer les sols avec du carbone et avec de la matière organique. Donc ce carbone, il faut bien aller le trouver. Alors oui, on a l'astuce de faire des couverts végétaux maintenant pour, dans l'interculture, arriver à remettre de la matière organique dans les sols, c'est-à-dire faire bouffer le sol pour que le sol nourrisse la plante. Mais on a besoin aussi d'éléments fertilisants. Et ces éléments fertilisants, ils proviennent quand même de ces apports extérieurs que la vache sait très très bien faire. Et qui s'appelle le fumier, qui s'appelle le lisier pour les porcs et autres. Et ensuite, à nous d'être assez chirurgical dans la façon de l'employer. C'est-à-dire que si vous avez plein de lisiers et que vous avez juste 1 hectare de terre pour les mettre dessus, automatiquement, vous allez faire de la surfertilisation. Si on arrive à épandre ça de façon très raisonnée et raisonnable, à partir de là, on va faire une agriculture bien plus vertueuse. Grâce à ça. Et vraiment grâce à ça. Eh bien Bernard, il est déjà l'heure pour nous de clôturer cet échange. Mais avant cela, en une phrase, et d'après toi, comment est-ce qu'on assure à nos éleveurs un avenir serein et surtout un avenir qui renoue le contact entre le consommateur et toi en tant qu'éleveur ? Waouh, combien ? 1 minute pour ça ? Ça fait un petit peu écho à notre précédent podcast sur la partie agriculteur et consommateur et justement comment rémunérer à sa juste valeur les agriculteurs également. Je vais essayer de faire une boucle vertueuse là-dedans. On a besoin d'éleveurs qui soient vraiment fiers de faire ce métier-là et aient envie de faire ce métier-là. Parce qu'à partir du moment où on est fier un peu de son troupeau ou de quelque chose, on l'ouvre. Et à partir du moment où on l'ouvre, c'est-à-dire qu'on laisse les consommateurs venir, nos voisins sont les premiers consommateurs. On enlève un peu cette opacité qu'on se met nous-mêmes parce qu'on se dit c'est pas assez propre, c'est pas assez ceci, c'est pas assez rangé. Mais si on fait venir
sous une forme de sympathie les voisins, les amis, la famille, et qu'on ouvre nos fermes et qu'on en parle, à partir de là, on va démystifier le sujet. Et une fois démystifié, on va faire de ces personnes-là nos meilleurs ambassadeurs qui à la ville diront « mais moi je connais un mec, il est génial, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et en plus il est sympa, vous pouvez aller le voir ». Et je crois que c'est cette boucle qu'il faut ouvrir. Malheureusement, quand on crie trop notre détresse, c'est que le premier point n'est pas bouclé et que là, on ne peut pas rentrer dans cette boucle de fierté qui fait qu'on ouvre nos fermes. La détresse ensuite montrée à la télé va jouer un peu contre nous parce que là, les gens ne viennent pas dans une exploitation qui est forcément en détresse. Et là, on casse un petit peu cette boucle vertueuse. Ça cristallise d'autant les conversations derrière. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps. D'après toi, parce que je sais que tu lis et tu t'intéresses à pas mal de choses aussi en parallèle. Pour prolonger un petit peu la réflexion de nos lecteurs, tu leur conseillerais quoi par rapport au thème de notre saison Un monde sans vaches à lire ou à écouter en termes de podcast ou autre? Là, en termes de podcast ou de livres? Tout. Alors là, en termes de livres, je vous conseille, alors je ne vais pas les hiérarchiser parce qu'ils vont m'en vouloir s'ils l'entendent, mais en tout cas, un des livres vraiment à conseiller, c'est celui de Pierre Veille qui s'appelle Une seule santé, qui va nous faire plonger vraiment dans ce récit qui fait que si un sol est vivant, il va pouvoir permettre à des animaux de vivre en bonne santé dessus. Et ces animaux en bonne santé vont nous conférer, à nous, en les consommant, une meilleure santé. Et c'est toujours pareil, cette chaîne vertueuse, j'ai dû employer le terme 4 ou 5 fois, mais je crois que c'est important. Et en tout cas, c'est tellement simple et logique qu'il ne peut pas y avoir dedans de loup. Et c'est quelque chose, je crois qu'il faut avoir en tête. Ça se résume sur One Health. Et ce One Health, je pense que c'est ce qu'on va vivre dans les 5-10 prochaines années. Ça va revenir vraiment en boucle, ce truc-là. Le deuxième, ça c'est plus pour les puristes, c'est celui de Sébastien Roumégous, parce qu'il est très très bien fait, qui est une réappropriation de l'agronomie, mais une appropriation de l'agronomie par vraiment une forme d'exemplarité au champ. C'est pas de l'agronomie de ville et c'est pas de l'agronomie qu'on dit, c'est de l'agronomie de faiseux. C'est vraiment une agronomie de terrain qui va rechercher des exemples. On sent presque les odeurs quand on lit le livre. Et ça, on a besoin, nous agriculteurs, de se réimprégner, en tout cas de cette littérature-là. Francis Bucaille a commis des livres à la queue leu sur justement le fait que l'élevage est nécessaire. Et en tout cas, le procès qui est fait à l'élevage est un faux procès et il est vraiment nécessaire justement pour la réactivation de la santé de nos sols. Et il fait des liens là-dessus. C'est assez scientifique à lire, mais c'est quand même une mine de savoir et c'est vraiment très intéressant. Sur les podcasts, je crois qu'il y en a des tonnes, mais j'ai envie de dire, allez, ça sera peut-être mon mot de conclusion. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il y a énormément de personnes qui commentent l'agriculture, qui nous expliquent ce qu'il faudrait qu'on fasse, qui nous expliquent comment il faudrait le faire bien. Mais ça, c'est comme si on avait une armée qui n'était faite que de généraux. On a besoin de fantassins dans cette armée. Et dans cette armée-là, on a besoin de fantassins qui sont sur le terrain, qui sont les agriculteurs, et qui ont besoin de refaire eux-mêmes de l'agronomie. Ça s'appelle les faiseux. C'est nous qui faisons tous les jours. Tous les jours. Même en février, même quand personne ne s'intéresse à l'agriculture, qu'il fait froid dehors, ben nous on y est et on fait. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut rendre hommage aux gens qui font, parce qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup plus de généraux que de fantassins. Eh ben, très beau mot de la fin, Bernard. Merci à toi en tout cas pour ce partage enrichissant. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On vous remercie vraiment pour vos écoutes tout au long de la saison, qui se clôture du coup avec cet épisode. Et à bientôt pour la prochaine saison sur notre podcast Au cœur du réseau. Un grand merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au cœur du réseau de Pur Point Lumni. Si ce moment vous a inspiré ou donné envie de vous engager davantage auprès de notre belle communauté, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire et partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vos retours et votre enthousiasme que nous continuons à valoriser les talents et initiatives de notre réseau. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode.